Les épouses étaient la majorité, les putains la minorité, la prostitution était la condition de chacune, et le viol la face cachée de la prostitution. Quand elle répudiait énergiquement le syndrome de la femme vertueuse, femme déchue, dont les femmes s'accommodaient si bien à l'époque comme aujourd'hui, ou qu'elle attaquait sans relâche l'hypocrisie de la femme vertueuse, et refusait cavalièrement de qualifier de vertu la soumission au viol, Woodhull n'avait qu'un but, unir les femmes dans une perception commune de leurs conditions communes. Se vendre était le crime désespéré, nécessaire, impardonnable des femmes, et le déni de cet état de fait divisait les femmes et dissimulait comment et pourquoi elles étaient utilisées sexuellement par les hommes. Le mariage, seul refuge des femmes, était le lieu d'un viol de masse. Woodhull se proclamait amante libre, voulant signifier par là qu'elle ne pouvait être achetée, ni en mariage ni en prostitution au sens courant. Quand elle lançait aux femmes mariées qu'elle avait bel et bien vécu, quand elle lançait aux femmes mariées qu'elles avaient bel et bien vendu leur sexe pour de l'argent, elle leur disait qu'elles avaient troqué plus que la prostituée ne pourrait jamais le faire. Toute vie privée, toute autonomie économique, toute individualité juridique, la moindre bribe de contrôle sur leur corps, aussi bien dans le sexe que dans la procréation. Woodhull elle-même était généralement considérée comme une putain parce qu'elle se proclamait sexuellement autonome, sexuellement active. Elle crachait au visage de la double norme sexuelle. Traitée de prostituée par un homme lors d'un meeting public, Woodhull rétorqua « Un homme met en doute ma vertu ? Ai-je en tant que femme quelque droit de lui répondre ? Je vous relance votre intention au visage, monsieur, et me dresse fièrement devant vous et cette assemblée, et déclare que je n'ai jamais eu de relation sexuelle avec un homme dont j'aurais honte de me tenir à ses côtés face au monde et à cet acte. Je n'ai honte d'aucune des actions posées sur ma vie. À l'époque, c'est ce que je connaissais de mieux. Je n'ai pas honte non plus d'aucun désir qui ait été comblé ou d'aucune passion à laquelle allusion fut faite. Chacun de ces sentiments a fait partie de la vie de mon âme, pour laquelle, Dieu merci, je n'ai pas de compte à vous rendre. Peu de féministes l'estimaient, à l'exception d'Elizabeth Cady Stanton, comme d'habitude, parce qu'elle confrontait les femmes à sa vitalité sexuelle et parlait du sens politique de la sexualité, de l'appropriation sexuelle et économique du corps des femmes par les hommes, de leur usurpation du désir féminin aux fins d'un pouvoir légitime. Elle était directe et passionnée et amenait les femmes à se rappeler les viols qu'elles avaient vécus. En soulignant la valeur sexuelle apparente et réelle des épouses et des putains, elle énonçait la revendication de base du féminisme radical. Toute liberté, y compris la liberté sexuelle, commence par un droit absolu à son propre corps, la possession physique de soi. Elle savait aussi, pratiquement et politiquement, que le sexe imposé dans le mariage menait aux grossesses imposées. Je proteste contre cette forme d'esclavage. Je proteste contre la coutume qui force les femmes à remettre à quiconque le contrôle de leur fonction maternelle. Victoria Woodhull a exercé l'intelligence sexuelle dans le débat public, les idées et le militantisme. C'est une des rares femmes à l'avoir fait. Cet effort exigeait tous les autres types d'intelligence qui distinguent les animaux des êtres humains. L'alphabétisme, l'intellect, l'intelligence créatrice, l'intelligence morale. Certaines conséquences de l'intelligence sexuelle deviennent claires dans l'exercice qu'en a fait Woodhull. Elle a amené les femmes auxquelles elle s'adressait, en personne et par écrit, à prendre conscience du système sexuel et économique érigé sur leur corps. Ce fut l'une des grandes philosophes et agitatrices en faveur de la liberté sexuelle. Mais pas au sens où les hommes l'entendent, parce qu'elle haïssent le viol et sa prostitution, les reconnaissait à vue, ou dans ou en dehors du mariage, et refusait d'accepter ou d'excuser la violence envers les femmes qui y était implicite. Je prétends avec audace, ose-t-elle dire, que dès l'instant où la femme se sera émancipée de la nécessité de céder à l'homme le contrôle de ses organes sexuels pour s'assurer d'avoir un toit, de la nourriture et des vêtements, le sort de la démoralisation sexuelle sera scellé.
Comme c'était dans les rapports sexuels que les femmes vivaient cette démoralisation de la façon la plus abjecte, Woodhull ne recula pas devant l'inévitable conclusion. À partir de ce moment, il n'y aura de rapport sexuel que si les femmes le désirent. Ce sera une révolution complète des affaires sexuelles. Les rapports physiques non voulus et non amorcés par la femme étaient un viol, selon l'analyse de Woodhull. Alors, il y a aussi des rapports physiques consentis mais pas désirés et amorcés par la femme qui sont également des viols. Mais effectivement, ce qui ne veut pas dire que la phrase est fausse, les rapports physiques non voulus et non amorcés par la femme sont des viols. Elle devançait d'un siècle les bien modérées et bien rares critiques féministes contemporaines en la matière. Comme pour célébrer le centenaire de la répudiation par Woodhull, les rapports sexuels imposés par la suprématie masculine, comme pour célébrer le centenaire de la répudiation par Woodhull des rapports sexuels imposés par la suprématie masculine, Robin Morgan a, en 1974, transformé son intuition en principe ferme. Je prétends qu'il y a viol chaque fois qu'il y a relation sexuelle sans qu'une femme en ait eu l'initiative, par désir et par affection véritable. Tout à fait. Moi, je prétends aussi qu'il y a viol chaque fois qu'un homme pénètre une femme. Bon, enfin, après, là, bon, on part dans un autre niveau. Mais voilà. Cette intuition choque, bouleverse. Comment imaginer? Que peut-on y comprendre? Mais aujourd'hui, comme alors, ce n'est qu'une femme qui parle et non tout un mouvement. Effectivement. Woodhull n'a pas été prise au sérieux comme penseuse, écrivaine, éditrice, journaliste, militante et pionnière par les gens qui lui ont succédé, ni par les historiens, enseignants, intellectuels, révolutionnaires et réformateurs, ni par les amants ou les violeurs, ni par les femmes. Si elle avait pu prendre part au dialogue culturel sur les enjeux sexuels, tous les mouvements subséquents de libération sexuelle auraient eu un caractère différent. Parce qu'elle haïssait le viol et la prostitution et comprenait, contrairement aux libérationnistes mâles, qu'il s'agissait de violation de la liberté sexuelle. Mais c'est précisément pour cette raison qu'elle fut exclue. Les hommes tenaient au viol et à la prostitution. Woodhull menaçait non seulement ces institutions sacrées, mais aussi les fictions masculines qui les enjolivaient. Toutes ces images idylliques de femmes heureuses en cage, domestiquées ou lascives, insensibles au viol, insensibles au fait d'être achetées et vendues. Son intelligence sexuelle fut méprisée puis ignorée à cause de ce qu'elle révélait. Celui qui est la vérité est l'intelligence qui la porte. L'intelligence sexuelle chez les femmes, la plus rare forme d'intelligence dans le monde de suprématie masculine, est nécessairement révolutionnaire. Le contraire du schéma pornographique, qui réaffirme simplement le monde tel qu'il est pour les femmes, le contraire de la volonté d'être utilisée, le contraire du masochisme et de la haine de soi, le contraire de la femme vertueuse et de la femme déchue. Ce n'est pas dans le rôle de putain qu'une femme devient hors la loi dans ce monde d'hommes. C'est dans la possession d'elle-même. La propriété et le contrôle effectif de son propre corps, son caractère séparé et distinct. L'intégrité de son corps comme sa propriété à elle et non à lui. Cette phrase est aussi intéressante. Ce n'est pas dans le rôle de putain qu'une femme devient hors la loi dans ce monde d'hommes. Il n'y a rien de subversif à être exploité sexuellement par des hommes. Il n'y a rien d'empouvoirant. Il n'y a rien de libérateur pour les femmes. À être mise en prostitution. Même lorsque cette femme a l'impression d'avoir effectué un choix et de s'être elle-même mise en prostitution, elle rentre totalement dans
la volonté du patriarcat de posséder son corps. Et ce qui est subversif, c'est justement qu'une femme ait l'intégrité de son corps comme sa propriété à elle et non comme la propriété des hommes. La prostitution déroge à la loi écrite, certes, mais aucune prostituée n'a défié les prérogatives ou le pouvoir des hommes en tant que classe par le biais de la prostitution. Aucune prostituée n'offre de modèle de liberté ou d'action dans un monde de liberté qui puisse être utilisé avec intelligence et intégrité par une femme. C'est un modèle qui sert à enjôler les révolutionnaires sexuels de pacotille qui s'imaginent libérés. Bon, alors là, je mettrai un bémol sur le fait de s'attaquer aux femmes parce que c'est des femmes qui sont victimes justement du patriarcat et là, on semble les mettre un petit peu en position de coupable lorsqu'on dit aucune prostituée n'offre de modèle de liberté ou d'action dans un monde de liberté qui puisse être utilisé avec intelligence et intégrité par une femme. Et c'est un modèle qui sert à enjôler des révolutionnaires sexuels de pacotille qui s'imaginent libérés EES et à desservir les hommes qui en jouissent. Et j'ai peut-être mal compris le texte et peut-être que c'est une ironie ou quelque chose. Parce qu'après elle dit la prostituée n'a rien d'une honnête femme, elle manipule, comme l'épouse manipule. De même, le mariage ne peut accommoder aucune femme honnête dans sa volonté d'être libre. Le mariage livre son corps à quelqu'un d'autre pour son usage à lui. Et il n'existe aucune base de respect de soi dans cet acharnement charnel, si sanctifié soit-il par l'Église et l'État. Oui, parce que donc c'est pas les femmes mariées qui manipulent et les prostituées qui manipulent. Elles sont manipulées et exploitées par les femmes par les hommes et par le patriarcat. Épouse ou putain, elle est définie par ce que veulent les hommes et par l'intelligence sexuelle qui est bloquée net. Épouse ou putain, pour paraphraser Thackeray, son cœur est mort. La matière chez elle avait longtemps survécu à l'esprit. Le corps était mort pour qu'elle pût devenir la femme de Sir Pitt. Mère et fille conclurent le même marché, tous les jours, à la foire des vanités. Épouse et putain, l'une et l'autre sont baisées, portent des enfants, détestent, souffrent, deviennent insensibles, rêvent de plus. Épouse et putain, l'une et l'autre se voient nier une vie humaine et imposer une vie féminine. Épouse ou putain, intelligence niée, annihilée, ridiculisée. Oblitérée. Apprentissage de sa reddition, de son sort de femme. Épouse ou putain, les deux types de femmes que les hommes reconnaissent, que les hommes laissent vivre. Épouse ou putain, battue, violée, prostituée, les hommes la désirent. Épouse ou putain, la putain quitte la rue pour devenir l'épouse si elle le peut. La femme jetée à la rue devient la putain s'il le faut. Existe-t-il une façon d'échapper au foyer qui ne conduise pas inévitablement et horriblement au trottoir ? C'est la question qu'affrontent les femmes de droite. C'est la question qu'affrontent toutes les femmes, mais les femmes de droite en sont conscientes. Et dans ce transit, du foyer à la rue, de la rue au foyer, y a-t-il quelque endroit, raison ou chance pour une intelligence de femme qui ne cherche pas simplement le meilleur acheteur ? Ainsi, mesdames qui préférez le travail à la prostitution, qui passez jour et nuit pour subvenir aux besoins de votre famille, il est bien entendu que vous vous dégradez. Une femme ne doit rien faire, respect et gloire à la paresse. Le labeur sexuel des femmes est, dans la plupart des cas, privé, dans la chambre à coucher, ou secret. On peut voir les prostituées, mais pas l'usage qu'en font les prostitueurs. Le mot prostitueur a été créé par Gustave Flaubert, donc non, il a dû être créé par une femme et pris à son compte par Gustave Flaubert, il y a 150 ans.
Les femmes idéales ne font rien, elles se contentent d'être des femmes. En vérité, les femmes s'usent à l'usage, privé ou secret, qui est fait des femmes. Selon la conception idéale de la féminité, les femmes ne font aucun travail qui puisse être vu, mais seulement un labeur sexuel caché. Dans le monde réel, les femmes qui travaillent à salaire en dehors du sexe s'aventurent dangereusement à l'extérieur de la sphère féminine, et elles sont dénigrées parce qu'elles ne sont pas idéales, visiblement oisives, épargnées par le labeur visible. Derrière l'écran de fumée de l'oisiveté idéale, il y a toujours le travail des femmes. Premièrement, le mariage. Le matin, je suis toujours énervée, écrit Carolina de Jesus. La peur de ne pas trouver d'argent pour acheter à manger. Seigneur Manuel est venu me demander en mariage, mais je ne veux pas. Un homme ne doit certainement pas aimer une femme qui ne peut pas se passer de lire, et qui se lève pour écrire, et qui se couche avec un crayon à papier sur l'oreiller. C'est pour ça que je préfère vivre seule, pour mon idéal. La femme mariée est souvent dans le mariage parce que son idéal est de manger, pas d'écrire. Le travail des femmes est, deuxièmement, la prostitution. Le service sexuel hors du mariage pour de l'argent. J'aimerais tellement garder l'illusion d'avoir eu quelques libertés de choix, écrit J dans La prostitution, quatuor pour voix féminine, de Cat Millett. Même si ce n'est qu'une illusion, j'ai besoin de croire que j'ai choisi librement, du moins en partie. Pourtant, je me rends bien compte des influences qui ont pesé sur ma décision de me prostituer, qui orientaient ma vie, de l'idiotie que j'ai faite. Alors, je me suis persuadée que j'avais choisi. Le plus terrifiant, c'est de regarder en arrière, de penser à tout ce que j'ai vécu, à tout ce que j'ai subi. La femme qui est dans la prostitution apprend, comme en témoigne Linda Lovelace dans Ordeal, à se contenter des plus petites réussites imaginables, l'absence de douleur ou la réduction momentanée de la terreur. La femme dans la prostitution y est souvent parce que son idéal est la survie physique, survivre au pimp, survivre à la pauvreté, n'ayant nulle part où aller.